Au mariage de ma belle-sœur, ma belle-mère m'a publiquement acculé, exigeant les clés de mon pantouse devant 45 invités stupéfaits, se moquant de mon « attitude ingrate », tandis que les membres de la famille chuchotaient. Quand j'ai refusé, elle m'a giflé si fort que ma boucle d'oreille s'est envolée. Je suis sorti, j'ai passé un appel discret, et l'homme qui est arrivé l'a laissée tremblante et hurlante. « As-tu apporté les clés ?» Ma belle-mère, Stella, a posé cette question devant 45 invités de mariage. Sa voix était joyeuse et pleine d'attente, comme s'il était évident que j'avais apporté les clés de mon pantouse pour les lui remettre à la réception de ma belle-sœur, comme si cela avait été planifié et convenu. Comme si ma maison était quelque chose qu'elle pouvait simplement redistribuer aux membres de la famille qu'elle jugeait en avoir plus besoin que moi. Quelle clé, ai-je demandé, bien que mon estomac se nouait déjà, car je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Celle du pantouse, ma chérie. Stella a souri, ce sourire dangereux que j'avais appris à reconnaître au cours de 3 ans de mariage avec son fils. J'ai dit à Lucie et Marcus qu'ils pourraient le visiter demain et commencer à planifier leur déménagement. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires sur la défense de ces positions. Si vous croyez que les limites sont plus importantes que l'approbation familiale, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. La réception dans le jardin est devenue silencieuse autour de nous. Les invités se sont tournés pour regarder. Lucie avait l'air confuse dans sa robe de mariée. Mon mari, Nathan, était devenu pâle à côté de moi, et j'ai réalisé avec une clarté absolue que ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise communication. C'était un piège. Stella venait d'annoncer à tout le monde que je donnais mon pantouse, la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, le symbole de tout ce que j'avais construit seul, la seule chose dans ma vie qui était entièrement à moi. Elle avait créé un moment public où refuser me ferait paraître égoïste, où la pression sociale me forcerait à céder quelque chose que je n'avais jamais accepté de donner. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma grand-mère m'avait préparé à exactement ce genre d'embuscade familiale. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais des protections en place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les 30 prochaines minutes lui coûteraient plus cher qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais je devrais commencer par le début. Je m'appelle Mila Ashford. J'ai 34 ans et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que parfois, protéger ce que l'on a construit signifie brûler des ponts que l'on pensait nécessaires. Ce pantouse que Stella voulait donner comme s'il s'agissait d'un héritage familial ou d'un bien partagé, je l'ai acheté à 29 ans. Payé comptant. Chaque dollar provenait d'une prime que j'ai gagnée après avoir conclu l'affaire de développement de Riverside. Un projet que mes patrons du Meridian Financial Group avaient qualifié de trop risqué, trop agressif, trop dépendant de facteurs que nous ne pouvions pas contrôler. Je les ai convaincus quand même, j'ai négocié les termes moi-même, et 2 ans plus tard, la valeur de la propriété avait doublé. Ma prime était de 400 000 $, et au lieu de célébrer avec des vacances, des voitures ou des dîners coûteux, j'ai acheté ma maison. 260 mètres carrés au 38e étage du Harrison Building. Des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la rivière. Des comptoirs en marbre italien dans la cuisine. Une chambre principale avec une vue qui donnait à la ville un aspect scintillant chaque matin au lever du soleil. Ce n'était pas juste un endroit où vivre. C'était la preuve que j'avais réussi, que j'avais construit quelque chose de substantiel selon mes propres termes, sans dépendre de personne d'autre. J'ai appris très tôt que rien de ce qui vaut la peine ne vient facilement. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 9 ans. Un coup de téléphone a tout changé. Soudain, j'étais une orpheline élevée par ma grand-mère, Margaret, dans sa maison qui sentait toujours la lavande et les vieux livres. Margaret était ce que le reste de la famille Ashford appelait le mouton noir, bien qu'il m'ait fallu des années pour comprendre pourquoi. C'était un magnate de l'immobilier autodidacte qui avait bâti un empire à partir de rien pendant que ses frères et sœurs dilapidaient l'argent hérité dans de mauvais investissements et des modes de vie qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Il venait la voir la main tendue, mendiant des prêts qu'il ne rembourserait jamais, et elle refusait à chaque fois. Il la traitait de froide. Il la traitait d'égoïste. Il disait qu'elle avait oublié ce que signifiait la famille. Mais Margaret m'a appris quelque chose de différent. Elle m'a appris que la famille qui en veut de vos réussites n'a jamais été vraiment une famille. Que le succès gagné par ses propres efforts valait plus que tout ce qu'on vous donnait. Que dépendre des autres signifiait leur donner du pouvoir sur votre vie. Et ce pouvoir était rarement rendu sans contrepartie. Bâtis quelque chose qui t'appartient, Mila,
me disait-elle pendant que nous passions en revue ses portefeuilles immobiliers ensemble, m'apprenant les investissements, les négociations et l'importance de lire chaque clause de contrat. Bâtis-le si bien que personne ne pourra te le prendre, et ne t'excuse jamais de réussir quand d'autres ont choisi d'échouer. J'ai passé la vingtaine à suivre ce conseil comme un évangile. J'ai commencé chez Meridian Financial Group en tant qu'analyste junior, la plus jeune de ma promotion et la seule femme. Les hommes faisaient des blagues sur le fait que j'avais été embauché pour respecter les quotas de diversité plutôt que parce que j'étais sorti major de ma promotion avec un diplôme en finance et 3 recommandations de professeur. Je les ai laissés faire leurs blagues. Puis je les ai tous surpassés au travail. Les semaines de 80 heures sont devenues ma norme. Je déjeunais à mon bureau, restais tard pour exécuter des modèles financiers pendant que tout le monde allait à l'happy hour. Je venais le week-end pour examiner des propositions qui n'avaient pas besoin d'être examinées avant lundi. J'ai manqué le mariage de ma colocataire d'université parce que j'étais à Tokyo pour négocier les termes d'une transaction immobilière commerciale. J'ai manqué le dîner du 75e anniversaire de ma grand-mère parce que j'avais une présentation le lendemain matin que je n'étais pas prête à livrer sans être préparée. Les gens me disaient que je sacrifiais trop. Qu'il y avait plus dans la vie que le travail, que je regretterais d'avoir manqué tous ces moments. Mais ils ne comprenaient pas ce que je construisais. Ils ne comprenaient pas que chaque sacrifice était une brique dans une fondation que personne d'autre ne pouvait ébranler. Que chaque événement manqué était un choix d'investir en moi-même au lieu de dépendre des autres pour assurer ma sécurité. L'affaire de développement de Riverside a été mon moment de percée. Une propriété mixte au bord de l'eau. Des espaces commerciaux dans un quartier où les entreprises ne cessaient de faire faillite. Des unités résidentielles à des prix trop élevés pour la réputation de l'endroit. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas. J'ai vu ce qu'ils ne voyaient pas. Le quartier changeait, de nouveaux riches s'installaient, de vieilles barrières tombaient. J'ai monté une proposition qui m'a pris 3 semaines de journée de 18 heures. Je l'ai présentée moi-même aux clients, j'ai répondu à chaque objection, j'ai négocié des termes qui protégeaient les intérêts de notre cabinet tout en donnant aux développeurs la marge de manœuvre pour prendre des risques calculés. Le projet a démarré 6 mois plus tard. 2 ans après, chaque unité résidentielle s'était vendue au-dessus du prix demandé, les espaces commerciaux avaient des listes d'attente, et la valeur de la propriété avait doublé. C'est là que j'ai eu la prime. C'est là que j'ai acheté mon Penthouse. Et la première nuit où j'y ai dormi, allongé sur un matelas pneumatique parce que mes meubles n'avaient pas encore été livrés, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais le genre qui vient quand on s'est battu si fort et si longtemps pour quelque chose que l'avoir enfin semble presque irréel. Ce Penthouse représentait chaque anniversaire manqué, chaque fête que j'avais travaillé, chaque relation qui s'était éloignée parce que j'avais mis ma carrière en premier. C'était la preuve que ma grand-mère avait eu raison, que construire quelque chose seul signifiait que personne ne pouvait s'en attribuer le mérite, l'utiliser contre moi ou me le prendre. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que j'épouse un membre de la famille Ashford et que je rencontre Stella. J'ai rencontré Nathan il y a 3 ans lors d'une collecte de fonds caritative à laquelle un collègue m'avait entraîné. Un de ces événements où les gens riches paient trop cher pour une nourriture médiocre et se félicitent de se soucier de causes qu'ils oublieront dans la semaine. Nathan était là parce que sa mère siégeait au comité d'organisation, mais contrairement à la plupart des gens dans la salle, il semblait réellement intéressé par la cause plutôt que par les opportunités de réseautage social. Nous avons commencé à parler des statistiques de l'orateur principal sur les inégalités en matière d'éducation. La conversation s'est transformée en un débat sur le changement systémique par rapport à l'intervention individuelle, qui s'est transformé en un café le lendemain qui s'est étiré sur 6 heures de discussion sur tout sauf les banalités superficielles que la plupart des premiers rendez-vous impliquent. Nathan m'a dit qu'il avait grandi avec l'argent de sa famille, mais qu'il avait choisi de devenir professeur d'histoire au lycée parce qu'il aimait ça, pas parce qu'il avait besoin du salaire. Il a parlé de sa déception envers sa mère en refusant l'école de commerce, d'être le fils prodigue qui n'était jamais tout à fait assez prodigue, de sa sœur cadette, Lucie, étant l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Je lui ai parlé des leçons de ma grand-mère, d'apprendre que l'indépendance signifiait parfois être seul, du Penthouse qui n'était pas seulement une maison mais un symbole de tout ce pourquoi je m'étais battu. Nathan semblait comprendre d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Quand il m'a demandé en mariage après 1 an de relation, il l'a fait dans mon Penthouse au lever du soleil. La ville brillait d'orange au-delà de ses immenses fenêtres. Et Nathan a promis que l'épouser ne signifierait pas renoncer à la vie que j'avais construite. Il a dit qu'il respectait mon indépendance, mon ambition, mon besoin d'un espace qui m'appartenait entièrement. Je l'ai cru. J'ai dit oui.
Les signes avant-coureurs avec Stella ont commencé petitement pendant nos fiançailles. Des commentaires sur les femmes modernes qui privilégient leur carrière à leur famille. Des observations sur le fait que mon horaire de travail était terriblement exigeant pour quelqu'un qui planifiait un mariage. Des suggestions pour que je prenne peut-être un peu de recul professionnellement une fois que nous serions mariés. Nathan détournait la conversation, changeait de sujet, s'excusait plus tard en privé. Il m'assurait que sa mère avait juste besoin de temps pour s'adapter, qu'elle venait d'une autre génération avec des attentes différentes. Mais ensuite est venu le dîner. Le moment où j'ai entendu Stella raconter à ses amis du club de bridge notre propriété du centre-ville, décrivant mon Penthouse comme si elle avait personnellement choisi les luminaires et négocié le prix d'achat. Elle parlait de la superficie, de la vue, des comptoirs en marbre, acceptant des compliments sur notre goût en matière d'immobilier. J'ai pris Nathan à part par la suite, je lui ai dit que nous devions fixer des limites, rendre absolument clair que le Penthouse était à moi avant le mariage et resterait une propriété séparée. Il avait l'air mal à l'aise, a dit que sa mère était juste fière d'avoir de la famille dans un si bel immeuble. Il a demandé si je pouvais laisser passer, car la corriger provoquerait des tensions inutiles. C'est à ce moment-là que je me suis demandé pour la première fois si les promesses de Nathan de respecter mon indépendance survivraient au contact des attentes de sa mère. C'est à ce moment-là que j'ai soupçonné pour la première fois que j'avais peut-être mal jugé ce dans quoi je m'engageais. Mais j'ai été patiente. Je me suis dit que chaque mariage exigeait des compromis, que les familles étaient compliquées, que Nathan avait juste besoin de temps pour apprendre à fixer des limites avec sa mère. J'ai été patiente pendant 3 ans de dîners de famille où Stella faisait des commentaires passifs-agressifs sur les femmes qui externalisent les responsabilités ménagères pour se concentrer sur leur travail. Patiente face à ses observations sur le fait que les valeurs traditionnelles signifiaient mettre la famille en premier. Patiente face à ses revendications désinvoltes de propriété sur mes réalisations, mes biens, ma vie. Nathan s'excusait pendant les trajets de retour. Promettait que ça irait mieux une fois que sa mère se serait habituée à avoir une belle-fille. Me demandait d'être patiente encore un peu. 3 ans de patience. 3 ans de sourires forcés et de langue tenue. 3 ans d'excuses privées de Nathan, mais jamais de défense publique. 3 ans qui ont mené à ce moment au mariage de Lucie, où Stella a finalement poussé trop loin, et où j'ai appris exactement ce que valaient les promesses de mon mari lorsqu'elles étaient mises à l'épreuve des exigences de sa mère. Les fiançailles de Lucie avec Marcus se sont faites rapidement. Ils sortaient ensemble depuis seulement 8 mois quand il l'a demandé en mariage lors d'un dîner dans un restaurant italien du centre-ville. Et soudain, notre conversation de groupe familial a explosé de messages de planification de mariage. Stella s'est lancée dans les préparatifs avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle orchestrait une campagne militaire plutôt qu'une célébration familiale intime. Lucie avait voulu quelque chose de simple et sur le thème du jardin. En une semaine, Stella avait trouvé les jardins du domaine Hartwell, un lieu avec des pelouses manucurées, des treillages de roses blanches grimpant sur des arches décoratives, et un kiosque où les vœux seraient échangés sous le soleil de septembre. La liste des invités était délibérément restreinte à 45 personnes, ce que Stella mentionnait à plusieurs reprises comme preuve du caractère exclusif et spécial de la journée. Famille proche et amis intimes seulement, disait-elle à chaque dîner de famille. Comme si le petit nombre élevait d'une manière ou d'une autre l'importance de l'événement. Pas de connaissances aléatoires ou de contacts professionnels encombrant le jour spécial de Lucie. J'ai proposé de contribuer financièrement. Nathan et moi nous en sortions bien. Mon revenu seul aurait pu couvrir tout le mariage, et Lucie avait un salaire d'enseignante de maternelle tandis que Marcus travaillait dans la vente pharmaceutique. Ils étaient à court d'argent rien qu'en couvrant leur loyer et leurs prêts étudiants. Mais Stella a immédiatement rejeté mon offre. Absolument pas, avait-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux. C'est un privilège de parents. William et moi nous en chargeons. À l'époque, je pensais qu'elle était juste fière, qu'elle maintenait les apparences, prouvant qu'elle et William pouvaient encore se permettre d'offrir à leur fille un mariage convenable sans l'aide de personne d'autre. Je ne réalisais pas qu'elle mettait en place une transaction pour laquelle elle s'attendrait à être payée plus tard. 2 semaines avant le mariage, la cousine de Nathan, Rachel, m'a interpellé lors d'un barbecue familial et m'a prise à part près de la glacière. Alors, qu'est-ce que vous offrez à Lucie et Marcus, a-t-elle demandé nonchalamment en attrapant une bière. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour le mariage? Votre cadeau. L'expression de Rachel est passée de désinvolte à confuse. Stella a dit à tout le monde que vous et Nathan prévoyiez quelque chose de vraiment généreux. Elle a été un peu mystérieuse sur les détails,
mais elle a laissé entendre que c'était quelque chose d'important. Mon estomac s'est noué. Elle a dit ça? Oui, il y a environ 3 semaines. Elle a dit à ma mère que vous leur donniez quelque chose qui les aiderait vraiment à démarrer dans la vie. Rachel a étudié mon visage. Tu n'étais pas au courant qu'elle disait ça? Non. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. La confusion de Rachel s'est transformée en inquiétude. Mila, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée, mais je suis sur le point de le découvrir. Ce soir-là, j'ai confronté Nathan dès notre retour à la maison. Il était dans la cuisine en train de préparer du thé, et à la seconde où je lui ai posé la question sur Stella qui disait aux gens que nous prévoyions un cadeau généreux pour Lucie, son visage est devenu pâle. Nathan? Ma voix était calme mais ferme. De quoi parle-t-elle? Il a posé la bouilloire avec précaution, sans croiser mon regard. Maman a mentionné quelque chose il y a quelques semaines, peut-être 6 semaines. Ce n'était pas grave. Qu'est-ce qu'elle a mentionné? Elle a dit que Lucie et Marcus commençaient leur vie ensemble et qu'ils auraient besoin de plus d'espace à terme, et que comme nous ne sommes que 2 dans le Penthouse, peut-être que nous pourrions les aider en. Il s'est arrêté, me regardant enfin, point en leur donnant la propriété du centre-ville. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme quelque chose de toxique. Et qu'as-tu dit? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Je lui ai dit non. Immédiatement. J'ai dit que le Penthouse est à toi, que tu l'as acheté avant même que nous nous rencontrions, que ce n'était pas à discuter. Nathan s'est approché de moi, les mains levées comme s'il approchait de quelque chose de craintif. Mila, j'ai complètement mis fin à la discussion. Je pensais que c'était fini. Alors pourquoi dit-elle aux gens que nous prévoyons un cadeau généreux? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est juste dramatique. Tu sais comment elle est pour les mariages. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette conversation? Nathan a hésité, et cette hésitation m'a tout dit. Je ne voulais pas te stresser pour quelque chose que j'avais déjà géré. Tu travaillais sur cette fusion et je savais que ça t'énerverait, et le problème était déjà résolu donc je ne voyais pas l'intérêt de créer un conflit quand. Quand quoi, Nathan? Quand tu pouvais simplement garder le comportement de ta mère secret et espérer que je ne le découvre jamais. Ce n'est pas ce que je faisais. Alors, que faisais-tu? Ma voix montait maintenant, la colère perçant enfin. Parce que de mon point de vue, tu t'es protégé de devoir gérer ma réaction au lieu de me protéger de l'arrogance de ta mère. Nous nous sommes disputés ce soir-là. Vraiment disputés. Le genre de dispute où des choses sont dites qui ne peuvent être reprises. Nathan a insisté sur le fait qu'il avait tout bien fait, qu'il avait fixé une limite claire avec sa mère, et que je surréagissais. Je lui ai dit que garder ces violations de limites secrètes n'était pas la même chose que de les gérer, que j'avais le droit de savoir quand sa mère prévoyait de donner ma propriété. Nous nous sommes couchés en colère, l'espace entre nous dans l'obscurité semblant plus large que les quelques centimètres qu'il était en réalité. Le matin, Nathan s'est excusé. Il a dit qu'il avait de nouveau parlé à Stella, avant le mariage, pour s'assurer qu'elle comprenait que le Penthouse n'était pas disponible, qu'il lui tiendrait tête si elle en reparlait. Je voulais le croire, mais une petite voix dans ma tête me chuchotait que Nathan choisirait toujours la paix plutôt que la confrontation, même lorsque la confrontation était nécessaire. Le matin du mariage, Nathan était bizarre, nerveux d'une manière qui allait au-delà de la simple agitation pré-événement. Il vérifiait constamment son téléphone pendant le petit déjeuner, touchait à peine ses œufs, semblait distrait quand je lui posais des questions simples sur l'heure à laquelle nous devions partir. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé alors que nous nous rendions sur les lieux. Non, juste inquiet que maman soit stressée. Les grands événements familiaux la rendent toujours anxieuse. Je veux que tout se passe bien pour Lucie. Nous sommes arrivés au jardin du domaine Hartwell 2 heures en avance pour aider à la mise en place. Le lieu était magnifique, exactement le genre d'endroit que l'on verrait dans les magazines de mariage. Des roses blanches partout, grimpant sur des treillages et ornant le kiosque, disposés en grappes soignées sur des tables drapées de nappes de couleur crème. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres, prêtes à scintiller une fois la nuit tombée. Stella était déjà là, en mode commandement total, dirigeant un fleuriste pour ajuster un centre de table, disant au traiteur que leur choix de nappe était mauvais, repositionnant des chaises qui me semblaient parfaitement bien. Dès qu'elle m'a aperçu, ses yeux ont parcouru mon visage jusqu'à ma robe en soie émeraude. Sa bouche s'est contractée de cette manière que j'avais appris à reconnaître comme une critique imminente. Mila, tu es enfin là. Elle a fait sonner, enfin, comme une accusation,
même si nous étions 2 heures en avance. Cette robe. N'as-tu pas lu l'email sur la palette de couleurs? Nous avons spécifiquement dit des tons de pierres précieuses pour le cortège uniquement. J'ai lissé la soie. C'est de l'émeraude. C'est un ton de pierre précieuse. C'est trop voyant. Tu n'es pas la mariée, ma chère. Nathan a serré ma main dans ce que je pense être un geste de solidarité, mais il n'a rien dit. Il ne le faisait jamais quand il s'agissait de sa mère. La cérémonie elle-même était belle de cette manière prévisible que les mariages ont souvent. Lucie était radieuse dans sa robe en dentelle, les larmes coulant sur son visage pendant ses vœux. Marcus s'est même étouffé en promettant de l'aimer dans la maladie et la santé. Les invités s'éponguaient les yeux avec des mouchoirs pendant que le quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et romantique en arrière-plan. J'ai regardé Nathan regarder sa sœur. Son expression était compliquée. Du bonheur mêlé à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Peut-être de la nostalgie. Peut-être de l'envie que sa sœur cadette ait atteint cette étape alors que son propre mariage semblait de plus en plus tendu par l'ingérence de sa mère. Après la cérémonie, pendant le cocktail, je me tenais près du bar avec Rachel, sirotant du champagne et discutant de la cérémonie. C'est là que j'ai remarqué Stella faisant le tour de la foule avec un but très délibéré. Elle prenait quelqu'un à part une tante, un ami de la famille, une des demoiselles d'honneur de Lucie se penchait près d'eux pour une conversation qui durait peut-être 30 secondes, puis passait à la personne suivante. Chaque fois qu'elle terminait un de ces échanges chuchotés, la personne se tournait vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la curiosité mêlée à autre chose. Du jugement, peut-être. De l'attente. Mon estomac a commencé à se nouer. Mila, a dit Rachel doucement à côté de moi. Je pense que tu devrais savoir quelque chose. Je me suis tourné vers elle, mon verre de champagne figé à mi-chemin de mes lèvres. Stella a fait le tour en disant aux gens que toi et Nathan faites un cadeau généreux à Lucie et Marcus aujourd'hui. Elle est très précise à ce sujet maintenant. Genre, vraiment précise. Le jardin semblait légèrement basculer. Quel genre de cadeau? Rachel a hésité, son visage plein de sympathie. Ton pantouse. Elle dit que vous leur donnez votre pantouse. Que tout est arrangé, que l'annonce sera faite pendant les toasts. Le verre de champagne tremblait dans ma main. Le monde s'était rétréci au mot de Rachel, et à la prise de conscience qui se répandait en moi comme de l'eau glacée. Ce ne serait pas une conversation privée. Ce ne serait pas une discussion familiale qui pourrait être gérée tranquillement et diplomatiquement. Ce serait une embuscade publique conçue pour utiliser la pression sociale et le sentiment du jour du mariage pour forcer ma conformité. Stella avait créé une situation où refuser me ferait paraître égoïste, ou dire non gâcherait le jour spécial de Lucie, ou tenir bon retournerait 45 invités contre moi. J'ai regardé de l'autre côté du jardin et j'ai trouvé Nathan debout près de la table des apéritifs, enfournant des dattes enroulées de bacon dans sa bouche comme un homme qui savait qu'une tempête approchait et voulait se fortifier d'abord. Il savait. Il savait ce matin quand il vérifiait constamment son téléphone, quand il pouvait à peine manger son petit déjeuner, quand il semblait si anxieux pendant le trajet. Il savait que sa mère préparait cela, et il n'avait rien dit. Je traversais le jardin en direction de Nathan, me faufilant entre les tables de cocktail et les invités trop occupés à discuter pour remarquer la tempête qui montait en moi. Il était toujours à la table des apéritifs, tendant la main vers une autre date enroulée de bacon, comme si la nourriture pouvait le fortifier contre ce qui allait arriver. « Tu étais au courant de ça ?» demandai-je, gardant ma voix assez basse pour que les invités à proximité n'entendent pas. La main de Nathan se figea à mi-chemin de sa bouche. La culpabilité sur son visage répondit à ma question avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Je ne savais pas que ce serait comme ça, » dit-il rapidement. « Je ne savais pas qu'elle le rendrait public, Mila, je te le jure. Tu savais que quelque chose se préparait. » Je pensais. Il posa la date, me regardant enfin dans les yeux. Ce matin, elle m'a envoyé un texto disant qu'elle avait une surprise spéciale pour Lucie pendant les toasts. Je pensais qu'elle leur donnait peut-être de l'argent, des meubles ou quelque chose de normal. Je ne pensais pas qu'elle annoncerait vraiment le coup du pantouse après que je lui ai dit non. Et tu n'as pas pensé à me prévenir, à me donner un avertissement que ta mère pourrait tenter quelque chose? Je ne voulais pas gâcher la journée avec des drames familiaux. J'espérais qu'elle respecterait les limites pour une fois. Sa voix baissa encore plus. J'avais tort. Je suis désolé. Je regardais mon mari, debout là, la défaite inscrite sur son visage,
les dattes enroulées de bacon oubliées dans son assiette, et quelque chose se cristallisa en moi. C'était le schéma. Ce serait toujours le schéma. Nathan essaierait de gérer sa mère en privé, échouerait, puis s'excuserait auprès de moi après que le mal soit fait. Son amour pour moi perdrait toujours face à sa peur de la colère de sa mère. Après aujourd'hui, dis-je doucement, les choses vont changer. J'en ai assez d'absorber l'attention pour que ta famille soit à l'aise. J'en ai assez de prétendre que le comportement de ta mère est acceptable. J'en ai assez d'être patiente pendant que tu évites les conflits. Nathan hocha la tête. Promis qu'il ferait mieux, mais les mots semblaient creux. 3 ans des mêmes promesses. 3 ans du même schéma. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, le tintement délicat d'une fourchette contre un verre de champagne retentit à travers le jardin. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les conversations autour de nous s'éteignirent. Les gens se tournèrent vers le kiosque où se tenaient Lucie et Marcus, entourés de leur cortège. Stella se tenait à côté d'eux, microphone à la main, arborant ce sourire éclatant de country club qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Avant de continuer avec les toasts traditionnels, commença-t-elle, sa voix portant à travers le jardin avec une autorité exercée. Je veux souligner quelque chose de très spécial qui se passe aujourd'hui. Mon estomac se noie. La famille est tout pour la famille Ashford, continua Stella, regardant la foule avec cette expression de fierté maternelle qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Nous croyons qu'il faut prendre soin les uns des autres, aider nos enfants à construire des bases solides pour leur avenir. C'est ce que fait une vraie famille. Nous nous soutenons mutuellement. Nous nous sacrifions les uns pour les autres. Nous nous mettons les uns les autres en premier. La prise de Nathan sur mon bras se resserra. Plusieurs invités souriaient déjà, anticipant quelque chose de touchant. Et aujourd'hui, dit Stella, son sourire s'élargissant, nous avons un exemple parfait de ce genre de générosité. Mila et Nathan ont gracieusement décidé de donner à Lucie et Marcus leurs pantous du centre-ville en cadeau de mariage. Les applaudissements éclatèrent immédiatement. Des applaudissements enthousiastes, sincères. Les gens se tournèrent pour nous regarder, rayonnants, hochant la tête en signe d'approbation. Quelqu'un à l'arrière siffla même. Quelques invités levèrent leur verre de champagne dans un toast silencieux à notre supposée générosité. Je restais complètement figé, mon propre verre de champagne tremblant légèrement dans ma main. 45 pères d'yeux sur moi, s'attendant à ce que je souris, que je salue, que j'accepte gracieusement leur approbation pour un cadeau que je n'avais jamais accepté de donner. La bouche de Lucie s'était ouverte dans ce qui semblait être un choc sincère. Elle se tourna vers Marcus, qui avait l'air tout aussi confus, ses yeux passant de Stella à nous. C'est incroyablement généreux, dit Marcus lentement, l'incertitude se glissant dans sa voix. Mais, Lucie, est-ce que nous étions au courant de ça? Lucie secoua la tête, l'air toujours stupéfait. Montez ici, vous deux, appela Stella, nous faisant signe d'avancer comme si nous étions des candidats à un jeu télévisé. Ayons toute la famille réunie pour ce moment spécial. La foule applaudissait toujours, s'attendant à ce que nous montions à ce kiosque pour compléter ce beau tableau familial. Le visage de Nathan était devenu blanc comme un linge. « Maman, qu'est-ce que tu fais » cria-t-il, mais sa voix était faible, incertaine. Mais Stella n'écoutait pas. Elle jouait pour son public, savourant l'attention, se délectant de son rôle de matriarche orchestrant cette démonstration d'unité familiale. Je posai mon verre de champagne avec un soin délibéré. Tous les yeux dans ce jardin étaient maintenant sur moi, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas. Je me dirigeai vers le kiosque, non pas parce que j'acceptais quoi que ce soit, mais parce que je n'allais pas avoir cette conversation en criant à travers un jardin. Nathan suivait un pas derrière moi, sa main planant près de mon coude, mais sans tout à fait toucher, comme s'il ne pouvait pas décider si me soutenir ou garder ses distances était le choix le plus sûr. La foule se tut à notre approche. Leur sourire commençait à faiblir, percevant la tension qui émanait de nous deux. Stella, dis-je en arrivant au kiosque, gardant ma voix calme et égale. Pouvons-nous parler en privé? Il n'y a rien de privé dans la générosité familiale, ma chère. Elle souriait toujours, mais quelque chose de vif vacilla derrière ses yeux. Maintenant, as-tu apporté les clés? J'ai dit à Lucie et Marcus qu'ils pourraient aller voir l'endroit demain et commencer à planifier leur déménagement. La présomption, l'audace pure, me coupa le souffle un instant. Je n'ai pas apporté les clés, dis-je clairement. Parce que je ne leur donne pas le pantouse.
Les mots atterrirent comme un coup physique. Le halètement collectif des 45 invités fut audible. Même le quatuor à cordes semblait s'être arrêté de jouer, bien que ce fût peut-être juste mon imagination. Le sourire de Stella ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent froids. Ne sois pas idiote, Mila. On en a discuté. Non, tu en as discuté. On ne m'a jamais demandé. Je n'ai jamais accepté. Le jardin était maintenant complètement silencieux. Même la brise ne semblait oser faire un son. C'est le jour du mariage de Lucie, dit Stella, sa voix prenant cette douceur dangereuse qui précédait toujours les explosions. Tu vas vraiment l'embarrasser comme ça devant tout le monde? Je n'embarrasse personne. J'énonce un fait. Ma propriété n'est pas disponible pour être donnée. Lucie s'avança, sa robe de mariée bruissant. Mila, si c'est une question d'argent, on peut s'arranger. On pourrait te payer au fil du temps. Ce n'est pas une question d'argent, Lucie. Je me tournai pour la regarder, vis la confusion et la peine dans ses yeux, et je me sentis mal qu'elle soit prise au milieu de tout ça. C'est le fait que le Pantouse est à moi. Je l'ai acheté. Je le possède. Et je ne le donne à personne. Nathan trouva enfin sa voix. Maman, je t'ai dit il y a des semaines que ça n'arriverait pas. Je t'ai dit de ne pas en parler. Oh, Nathan, ne sois pas ridicule. Stella agita la main d'un air dédaigneux. C'est juste une propriété. Vous deux n'avez même pas besoin d'autant d'espace. Vous n'êtes que deux. Lucie et Marcus veulent fonder une famille. Ils ont besoin de place. Alors ils devraient acheter leur propre logement, dis-je fermement. Quelque chose se brisa dans l'expression de Stella. Le vernis du country club laissant place à une colère brute. Petite ingrate. Elle se reprit, jetant un coup d'œil à la foule qui regardait, puis avec un contrôle forcé. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Après que nous t'ayons accueilli à bras ouverts, t'ayons traité comme une fille. Vous m'avez traité comme un bien, interrompis-je. Il y a une différence. Comment oses-tu? La voix de Stella avait baissé à quelque chose de dangereux. Nous t'avons incluse dans tout. Nous t'avons intégré à cette famille, et c'est comme ça que tu nous remercies? En refusant d'aider ta belle-sœur le jour de son mariage? Les invités s'agitaient maintenant mal à l'aise. Je pouvais voir le jugement se former sur certains visages. La belle-sœur égoïste qui refuse d'aider sa famille, qui cause des problèmes à un mariage. Nathan tenta d'intervenir. Maman, s'il te plaît, laissons tomber. Non, Nathan. Stella s'approcha de moi. Assez près pour que je puisse sentir son parfum cher se mêler au champagne sur son haleine. Elle doit apprendre ce que signifie la famille. Tu vas donner ces clés à Lucie tout de suite. Ou quoi, demandai-je doucement. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. J'ai regardé le calcul se faire derrière ses yeux, reculer et perdre la face, ou intensifier et forcer la soumission. Elle choisit l'intensification. Sa main se leva rapidement, heurtant ma joue avec un claquement qui résonna dans le jardin silencieux. La force fit basculer ma tête sur le côté, et je sentis la boucle d'oreille en diamant de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait donnée avant de mourir, se détacher et s'envoler quelque part dans le paysage. 45 personnes haltèrent à l'unisson. Puis le silence. Un silence complet, absolu. Je restais là, la joue en feu, la chaleur se propageant sur mon visage. L'appareil photo du photographe avait cessé de cliquer. Les serveurs se tenaient figés. Même les enfants qui jouaient près de la fontaine s'étaient tus. La main de Stella était toujours levée, suspendue en l'air comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle venait de faire. Moi non plus. Lentement, délibérément, je levai la main et touchai ma joue. Quand je baissai ma main, je regardais Stella. La regardais vraiment. Et je vis exactement ce qu'elle était. Cette femme ne me verrait jamais comme une famille. Je serais toujours l'obstacle, la chose qui se dressait entre elle et le contrôle total. Excusez-moi, dis-je, ma voix parfaitement stable malgré tout. Je me tournai vers Lucie. Félicitations pour ton mariage. J'espère que tu trouveras le bonheur. Puis je me suis éloigné. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe, en larmes ou dans une fureur dramatique. J'ai juste marché, un pied devant l'autre. Mes talons claquant sur le chemin de pierre qui serpentait à travers le jardin vers le parking. Chaque pas mesuré et délibéré,
comme si je quittais une réunion d'affaires plutôt que la réception de mariage de ma belle-sœur, où je venais d'être giflé devant 45 personnes. Derrière moi, le chaos éclata. Mila. La voix de Nathan, désespérée et paniquée. Mila, attends. Je ne me suis pas retourné, je ne me suis pas arrêté, je n'ai donné à lui ni à personne d'autre la satisfaction de me voir craquer. Les chuchotements explosèrent comme une traînée de poudre. Je pouvais entendre des fragments de conversation choqués. La voix de Stella s'élevant dans ce qui semblait être des justifications ou des explications, quelqu'un pleurant probablement Lucie et les murmures confus des invités essayant de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. La marche semblait interminable. Le parking était peut-être à 100 mètres, mais chaque pas semblait étirer la distance. Mon visage me lançait au rythme de mon cœur, une pulsation brûlante et constante là où la main de Stella avait atterri. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer si fort. Mes mains tremblaient légèrement à mes côtés, l'adrénaline inondant mon système. Même en maintenant ce rythme calme et mesuré, j'avais passé 3 ans à absorber les critiques de Stella. 3 ans d'évitement de conflits de la part de Nathan. 3 ans à être traité comme un bien que la famille pouvait redistribuer à sa guise. J'en avais fini. Non pas avec colère, non pas avec drame, mais avec la finalité tranquille et absolue de quelqu'un qui vient de voir le dernier fil de tolérance se rompre complètement. Quand j'ai finalement atteint le parking, je me suis appuyé contre ma voiture un instant, me permettant de prendre une profonde respiration. Puis j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient plus stables qu'elles n'auraient dû l'être alors que je parcourais mes contacts. Grégory Parish. L'avocat de ma grand-mère pendant 40 ans, le mien depuis 10 ans. L'homme qui m'avait aidé à mettre en place les protections juridiques autour de mon Penthouse, précisément parce qu'il avait vu Margaret mener des batailles similaires avec des membres de la famille en vieux toute sa vie. Il a répondu à la 2e sonnerie. Mila, tout va bien? Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais entendre l'inquiétude en dessous. Grégory avait un instinct pour les ennuis. Probablement développé au cours de 4 décennies de travail juridique à haut risque. Grégory, j'ai besoin de toi au jardin du domaine Hartwell. Maintenant. Et apporte les documents du trust de la famille Ashford. Tous. Il y a eu une pause. Puis, que s'est-il passé? Stella vient de m'agresser devant 45 témoins alors qu'elle essayait de me contraindre à céder ma propriété. J'invoque les clauses de protection. Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque entendre son esprit juridique travailler sur les implications et les stratégies, calculant les angles et les conséquences. Je serai là dans 20 minutes, a-t-il finalement dit. Reste où tu es. N'interagis avec personne. Et Mila. Oui. Documente tout. S'il y a des témoins prêts à faire des déclarations, prends leurs coordonnées. Tout a été filmé. Le vidéaste du mariage filmait les toasts. Parfait. Il y avait quelque chose de presque satisfait dans son ton. Je te vois bientôt. J'ai terminé l'appel et je suis resté là, dans le parking, le téléphone toujours à la main, laissant la réalité de ce que je venais de déclencher s'installer. Ce ne serait plus un simple désaccord familial. Ce serait juridique. Visuel. Permanent. Ma joue enflait. Je le sentais, la chaleur et la pression montant sous la peau là où la main de Stella avait atterri. Je suis retourné vers l'entrée du lieu où j'avais vu un poste de premier secours plus tôt, j'ai pris une poche de glace auprès de l'employé, qui a regardé mon visage avec de grands yeux mais n'a posé aucune question, et je suis retourné à ma voiture. Assise sur le trottoir avec la poche de glace pressée contre mon visage, je me suis enfin permis de ressentir autre chose que le contrôle alimenté par l'adrénaline. Pas des larmes. Je n'étais pas encore prête pour les larmes. Mais de l'épuisement. La lassitude profonde qui vient quand on réalise qu'on a mené une bataille perdue d'avance pendant des années et qu'on a enfin, la permission d'arrêter. Mon téléphone a commencé à vibrer. Texto après texto illuminant l'écran. Nathan, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Nathan, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Nathan, où es-tu? Ça va? Rachel, OMG, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Un numéro inconnu. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Ta belle-mère est folle. Un autre numéro inconnu. Tu l'as bien cherché. La famille, ça veut dire se sacrifier. J'ai désactivé les notifications et j'ai posé le téléphone face contre terre à côté de moi.
Je n'avais pas l'énergie de trier qui me soutenait et qui me jugeait. Pas encore. La poche de glace a engourdi ma joue, un soulagement froid contre la brûlure. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver vers ma grand-mère. Margaret m'avait prévenu, pas spécifiquement à propos de Stella ou de ce scénario exact, mais à propos du schéma. À propos de la façon dont les familles qui se sentaient en droit de votre succès finiraient par exiger un paiement pour une acceptation que vous n'aviez jamais réellement reçue. La famille Ashford a toujours été comme ça, m'a-t-elle dit une fois, il y a peut-être 5 ans, quand j'avais commencé à gagner vraiment de l'argent. Nous étions assises dans son bureau à examiner des documents de fiducie, et elle m'avait regardé avec ses yeux vifs qui ne manquaient jamais rien. Il croit que le succès doit être redistribué au sein de la famille, que la réussite individuelle est en quelque sorte égoïste si elle ne profite pas à la collectivité. Ils m'en ont voulu de refuser de subventionner leur mauvais choix, de construire quelque chose qui était à moi seul. Mais tu leur as laissé ton empire immobilier, avais-je dit. Ça vaut des millions. Je leur ai laissé l'entreprise parce qu'elle nécessite du travail pour être entretenue. Je t'ai laissé les actifs liquides et les protections parce que tu es la seule à avoir hérité de ma colonne vertébrale avec mon nom. Elle avait souri alors, une fierté féroce dans son expression. Ils viendront pour ce que tu construiras un jour, Mila. Et quand ils le feront, tu devras être prête à le défendre. Je pensais qu'elle était dramatique, paranoïaque, même. Le reste de la famille Ashford avait toujours été assez poli lors des rassemblements, bien qu'un peu distant. J'avais pensé que le statut de mouton noir de Margaret avait peut-être coloré sa vision d'eux, lui avait fait voir des ennemis là où il n'y avait que des dynamiques familiales compliquées. Mais elle avait eu raison. Les clauses de protection dans la fiducie n'étaient pas de simples formalités juridiques. C'étaient des armes que Margaret avait forgées spécifiquement pour des batailles comme celle-ci. Si quelqu'un essayait de contraindre un bénéficiaire à céder des actifs protégés, la fiducie pouvait intervenir avec des pénalités financières assez sévères pour que l'agresseur regrette d'avoir jamais tenté le coup. Stella n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Elle avait pensé que me gifler était le coup de force, l'affirmation ultime de domination qui me mettrait à ma place et forcerait ma conformité. Elle venait en fait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour riposter avec toute la force de la forteresse juridique soigneusement construite de ma grand-mère. Une Mercedes noire est entrée dans le parking exactement 19 minutes après mon appel. Gregory est sorti, comme à son habitude, en costume 3 pièces malgré le fait que ce soit un samedi, les cheveux argentés parfaitement coiffés, une mallette à la main. Il avait la fin de la cinquantaine à la mort de ma grand-mère. Et dans la décennie qui a suivi, il avait vieilli avec distinction plutôt que de devenir vieux, le genre d'avocat qui entrait dans les salles d'audience et les salles de conseil avec une confiance tranquille qui rendait ses adversaires nerveux. Il s'est dirigé droit vers moi et j'ai baissé la poche de glace. L'échymose se formait déjà. Je pouvais le voir dans l'expression de Gregory. La façon dont sa mâchoire s'est contractée, l'éclair de colère dans ses yeux qu'il a rapidement maîtrisé. 45 témoins, a-t-il demandé. Plus des séquences vidéo. Le vidéaste du mariage filmait quand c'est arrivé. Et elle tentait de vous contraindre à céder le Penthouse. Elle avait déjà annoncé à tout le monde que je le donnais à Lucie et Marcus. L'a rendu public avant même de me le demander. Quand j'ai refusé, elle a intensifié. Gregory a hoché lentement la tête, posant sa mallette sur le capot de ma voiture et l'ouvrant. Alors allons avoir une conversation avec Stella sur les conséquences d'agresser les bénéficiaires d'une fiducie. Il a sorti un dossier épais de documents, et j'ai reconnu les papiers de la fiducie, les protections sur lesquelles Margaret avait insisté, les clauses de pénalité qui pouvaient être déclenchées, les mécanismes juridiques qui transformeraient le moment de rage de Stella en dévastation financière. Êtes-vous prête pour cela? A demandé Gregory, me regardant avec une inquiétude qui dépassait la simple courtoisie professionnelle. Il me connaissait depuis mes 24 ans, m'avait guidé à travers la mort de ma grand-mère et l'héritage qui a suivi. Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre relation avec la famille de Nathan ne s'en remettra jamais. J'y ai réfléchi pendant peut-être 3 secondes. Ils m'ont giflé à un mariage parce que je ne voulais pas leur donner ma maison, dis-je doucement. Il n'y a rien à récupérer. Gregory a souri. Pas un sourire heureux, mais le genre qu'un requin pourrait avoir avant de frapper. Alors mettons-nous au travail. Nous sommes retournés au jardin ensemble, Gregory et moi côte à côte, et j'ai vu cela se produire en temps réel. Le moment où les gens l'ont reconnu, la façon dont les conversations se sont tues en plein milieu, comment les têtes se sont tournées et les yeux se sont écarquillés. Gregory Parish n'était pas n'importe quel avocat.
C'était le genre d'avocat dont le nom apparaissait dans la section des affaires lorsque des batailles d'héritage très médiatisées faisaient la une des journaux. Le genre qui avait passé 40 ans à naviguer dans les parties les plus laides des différends de richesse familiale et qui avait la réputation d'être à la fois brillant et impitoyable lorsque la situation l'exigeait. Et il entrait dans la réception de mariage de Lucie avec moi, sa mallette à la main et une expression sur son visage qui suggérait que quelqu'un était sur le point de passer une très mauvaise journée. La réception avait sombré dans le chaos en mon absence. De petits groupes d'invités se tenaient en cercle serré, chuchotant avec urgence. Certains jetaient des regards furtifs vers le bar où Stella tenait la cour avec ses amis les plus proches, gesticulant de manière animée alors qu'elle racontait sans aucun doute sa version des événements. Lucie était assise à une table près du kiosque, le mascara coulant, avec le bras de Marcus autour de ses épaules. Nathan se tenait seul près de la fontaine, fixant son téléphone comme s'il pouvait y trouver des réponses qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Au moment où Grégory et moi sommes entrés sur le patio, toutes les conversations ont cessé complètement. Le silence était si soudain qu'il semblait physique. Le visage de Stella a subi une transformation remarquable. D'abord, la confusion. Qui était cet homme en costume cher? Puis, la reconnaissance. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, sa bouche s'ouvrant juste un peu. Enfin, quelque chose proche de la panique alors qu'elle comprenait exactement ce que la présence de Grégory signifiait. Elle savait qui il était. Tous les Ashford savaient qui était Grégory Parish. Madame Ashford. La voix de Grégory a porté à travers le jardin avec une autorité sans effort. Pas forte, mais impérieuse d'une manière qui a fait que les gens se sont penchés pour mieux entendre. Je suis Grégory Parish, exécuteur testamentaire du trust de la succession de Margaret Ashford. Nous devons discuter de ce qui vient de se passer ici. J'ai vu les amis de Stella reculer subtilement, prenant leur distance. Ils étaient passés du soutien à la recherche d'une dénégation plausible en l'espace de quelques secondes. Je ne sais pas ce que Mila vous a raconté, a commencé Stella, sa voix tentant de retrouver la même autorité joyeuse qu'elle avait utilisée pendant le toast. Mais c'est une affaire de famille. L'échymose sur le visage de ma cliente suggère le contraire. Grégory a fait un geste vers moi d'une main. Tout comme les images que l'on me dit exister de vous l'agressant alors que vous tentiez de la contraindre à céder sa propriété. Nathan s'était approché maintenant, le visage pâle et tiré. « Maman, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait. » La voix de Stella était devenue vive, défensive. « J'ai simplement suggéré que Mila et Nathan pourraient aider Lucie. »« Vous avez annoncé sans permission qu'il donnait la propriété de Mila », a interrompu Grégory en douceur. Puis, quand elle a refusé, vous l'avez frappée devant des témoins alors qu'elle tentait de protéger des actifs détenus sous des dispositions de protection spécifiques du trust de la succession de Margaret Ashford. Il a posé sa mallette sur la table la plus proche et l'a ouverte avec un soin délibéré. Tous les yeux dans le jardin ont regardé alors qu'il sortait un épais dossier de documents. « Laissez-moi vous lire quelque chose, Madame Ashford. » Grégory a ajusté ses lunettes et a trouvé la page pertinente. Ceci vient de la section 7, paragraphe 3 des documents de la fiducie. Si un individu tente de contraindre, manipuler, faire pression ou autrement forcer un bénéficiaire de la fiducie à céder des actifs protégés, le dit individu sera considéré en violation des dispositions de protection de la fiducie et sera soumis à une pénalité financière immédiate telle que déterminée par l'exécuteur. La couleur quittait le visage de Stella. C'est absurde. C'est ma famille. Mila est devenue bénéficiaire de la fiducie lorsqu'elle a hérité de Margaret Ashford, a continué Grégory, son ton clinique et précis. Le pantouse en question a été acheté avec des fonds de la fiducie. C'est donc un actif protégé. Votre tentative de le prendre, et votre agression sur Mila lorsqu'elle a refusé, déclenche la clause de pénalité. Lucie avait cessé de pleurer. Elle regardait sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Le choc mêlé à quelque chose de plus sombre. De la trahison, peut-être. Ou la prise de conscience naissante qu'elle avait été un pion dans quelque chose de bien plus laid qu'elle ne l'avait compris. Maman, la voix de Lucie était à peine un murmure. Tu l'as frappée. Elle était déraisonnable. Tu as frappé ta belle-fille à mon mariage parce qu'elle ne voulait pas me donner sa maison. La voix de Lucie montait maintenant. Une maison dont je ne savais même pas qu'elle était censée me donner jusqu'à ce que tu l'annonces. Marcus a posé une main rassurante sur l'épaule de sa nouvelle femme. Lucie, peut-être que nous devrions. Non. Lucie a secoué la tête, se dégageant de lui. Non, c'est de la folie.
Mila, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Je n'ai pas demandé ta maison. Je n'ai jamais voulu ta maison. Je sais, dis-je doucement. Les premiers mots que j'avais prononcés depuis que Grégory et moi étions revenus dans le jardin. Il ne s'est jamais agi de toi, Lucie. Nathan a enfin trouvé sa voix. Maman, tu dois t'excuser tout de suite. Mais Stella n'écoutait pas Nathan. Elle regardait Grégory avec une horreur naissante. Quelle pénalité? L'expression de Grégory est restée neutre, mais j'ai attrapé la légère courbe au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Plutôt l'expression de quelqu'un qui attendait précisément cette question. Le trust a l'autorité de placer une hypothèque légale sur tous les actifs que vous détenez et qui proviennent de la succession originale des Ashford, a-t-il expliqué calmement. Cela inclurait l'allocation mensuelle que vous recevez du trust familial, environ $8 000 par mois, si je me souviens bien. Cela inclurait la maison du lac à Pine Ridge qui vous a été offerte il y a 15 ans, actuellement évaluée à environ 1,2 million, et cela inclurait le portefeuille d'investissement que Margaret a établi pour ses enfants avant sa mort, qui dans votre cas représente environ $600 000 en titres. Stella a légèrement vacillé, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et je le ferai, a dit Grégory en fermant le dossier. Sauf si, il a fait une pause, laissant le mot en suspens. Sauf si Mila décide de faire preuve de clémence et d'accepter des excuses publiques formelles ainsi qu'un accord selon lequel vous ne tenterez plus jamais de faire pression sur elle concernant ses actifs. Tous les yeux dans ce jardin se sont tournés vers moi. J'ai regardé Stella. La regarder vraiment. Cette femme qui avait passé 3 ans à me faire sentir comme une étrangère, qui avait critiqué ma carrière, mes choix, mon existence même dans sa famille, qui venait de me gifler devant 45 personnes parce que je ne voulais pas céder quelque chose que j'avais gagné. Je veux les excuses, dis-je, ma voix portant clairement à travers le jardin silencieux. Ici, maintenant, devant tout le monde. Et je veux par écrit que vous reconnaissiez que le Pentouse est à moi et à moi seul, que vous n'y avez aucune prétention, et que vous ne me le demanderez plus jamais. Stella avait l'air d'être physiquement malade. Son visage était passé de rouge à cendré, ses mains tremblant légèrement à ses côtés. Et si je refuse, sa voix était à peine audible. Alors Monsieur Parrish exécutera les clauses de pénalité, ai-je répondu. Et vous pourrez expliquer à William pourquoi votre revenu mensuel vient de disparaître avec la maison du lac que vous utilisez pour les rassemblements familiaux depuis 15 ans. J'ai regardé le calcul se faire derrière les yeux de Stella. L'orgueil contre la sécurité financière. Sa réputation contre son style de vie. La satisfaction de refuser de s'excuser contre la perte de tout ce que Margaret lui avait donné. Ça a pris peut-être 15 secondes. Je m'excuse, a-t-elle dit, les mots sortant raides et mécaniques. Je n'aurais pas dû te frapper, et je reconnais que le Pentouse est ta propriété. Et, a incité Grégory. La mâchoire de Stella s'est contractée, point et je ne te le demanderai plus jamais. Ce n'était pas sincère. Ce n'était même pas particulièrement sincère. Les mots ont été forcés, comme s'ils provoquaient une douleur physique. Chaque syllabe une petite défaite. Mais c'était public. Cela a été vu par 45 invités, et cela allait être documenté légalement. C'est suffisant, ai-je dit. Grégory a sorti un stylo de sa mallette. Je préparerai les documents formels pour signature. Ils seront prêts d'ici lundi matin. Madame Ashford, vous vous présenterez à mon bureau à 9 h pour les signer. Amenez William avec vous. Il devra être témoin. Le jardin est resté silencieux. Personne ne semblait savoir quoi faire ou dire. La célébration du mariage s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Une procédure judiciaire, une humiliation publique, une fracture familiale qui ne pouvait être ni cachée ni aplanie. Lucie s'est levée de sa table, sa robe de mariée traînant derrière elle alors qu'elle se dirigeait vers sa mère. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait lui offrir du réconfort ou du soutien. Au lieu de cela, elle a regardé Stella avec des larmes coulant sur son visage et a dit « Je pense que tu devrais partir ». Stella a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé les invités, qui évitaient tous très soigneusement de croiser son regard. « Très bien », a-t-elle finalement dit, sa voix cassante. « William, nous partons. » Le père de Nathan, qui était resté silencieusement au bord du patio pendant tout ce temps, a hoché la tête et a suivi sa femme vers le parking. Ils sont partis sans un autre mot. Les talons de Stella claquant avec colère sur le chemin de pierre.
William traînant derrière comme un fantôme. Au moment où ils sont partis, le jardin a collectivement expiré. Le jardin est resté suspendu dans cette expiration collective. Tout le monde traitant ce dont il venait d'être témoin. Le départ de Stella et William avait laissé un vide, et personne ne semblait tout à fait sûr de ce qui devait se passer ensuite. Grégory se tenait à côté de moi, sa mallette toujours ouverte sur la table. Des documents visibles pour quiconque serait assez curieux pour regarder. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé, il a juste attendu avec cette immobilité patiente qui rendait sa présence à la fois protectrice et intimidante. Lucie a été la première à briser le silence. Elle s'est approchée de moi lentement, sa robe de mariée traînant sur l'herbe, le mascara coulant sur son visage. Quand elle m'a atteinte, elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé avec des yeux rougis pleins de quelque chose que je n'avais jamais vu de sa part auparavant. Une véritable compréhension, peut-être, ou de la honte. Je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas. Je te jure, Mila, je ne savais rien de tout ça. Je sais que tu ne savais pas, dis-je doucement. Rien de tout cela n'est de ta faute, Lucie. C'est mon mariage. Elle a fait ça à mon mariage. La voix de Lucie s'est brisée. Elle t'a frappé à mon mariage pour une maison que je n'ai jamais demandée, dont je ne savais même rien. Marcus est apparu à ses côtés, prenant doucement son bras. Luce, on devrait peut-être y aller. Point profiter de ce qui reste de votre journée, ai-je terminé pour lui. Ne laissez pas cela tout gâcher. Mais nous savions tous que c'était déjà le cas. Le reste de la réception s'est traîné pendant une autre heure. Les invités faisant des conversations maladroites. Le quatuor à cordes jouant pour un public qui n'écoutait plus vraiment. Les serveurs servant un gâteau que personne ne semblait avoir très envie de manger. Nathan se tenait près de la fontaine, le téléphone à la main, l'air perdu. Quand nos regards se sont croisés à travers le jardin, il a commencé à s'approcher de moi, mais j'ai légèrement secoué la tête. Pas ici. Pas maintenant. Grégory a doucement touché mon coude. Je vais y aller, a-t-il dit doucement. Mais j'aurai les documents formels rédigés d'ici lundi matin. Stella viendra à mon bureau pour les signer ou les clauses de pénalité s'activeront automatiquement. Ce sont ses seules options. Merci, Grégory. Il a étudié mon visage un moment, l'inquiétude professionnelle se transformant en quelque chose de plus personnel. Ta grand-mère serait fière de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Après son départ, je me suis retrouvé seul près de la table des desserts, le même endroit où ce cauchemar avait commencé quelques heures plus tôt. Rachel s'est approchée avec précaution, comme quelqu'un qui approche un animal effarouché. Ça va, a-t-elle demandé. Pas le moins du monde. Elle a ri. Un bref éclat de son surpris. C'est juste. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Stella est comme ça depuis des années. Quelqu'un devait finir par lui tenir tête. Ça n'a pas le goût de la victoire. C'est rarement le cas, a dit Rachel. Mais tu t'es protégé. Ça compte. Lucie et Marcus sont partis peu après, écourtant leur départ pour s'échapper vers leur lune de miel. Lucie m'a serré dans ses bras avant de partir, chuchotant une autre excuse que je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de donner. Marcus m'a serré la main, son expression un mélange d'embarras et de respect. Merci de ne pas l'avoir laissé vous écraser, a-t-il dit doucement. Lucie a besoin de voir qu'il est possible de dire non à sa mère. Les invités restants se sont éclipsés au cours des 30 minutes suivantes, certains offrant des mots de sympathie, d'autres évitant tout contact visuel. Je pouvais déjà voir les camps se former. Ceux qui pensaient que j'étais justifié, et ceux qui pensaient que j'avais causé un drame inutile à un mariage familial. Nathan et moi étions parmi les derniers à partir. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence, le poids de tout ce qui n'était pas dit pesant comme une humidité avant une tempête. Le trajet de retour était suffocant. Je regardais par la fenêtre, regardant la ville défiler, ma joue me lançant toujours malgré l'ibuprofène que j'avais pris. L'échymose était maintenant complètement formée, une marque rouge vive de la forme parfaite de la main de Stella, impossible à cacher ou à ignorer. Les jointures de Nathan étaient blanches sur le volant. 2 fois, il a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée, les mots lui manquant apparemment. Nous sommes entrés dans le parking de mon immeuble. Mon immeuble, mon Penthouse, la maison pour laquelle je m'étais battu. Et nous avons pris l'ascenseur dans un silence continu.
Chaque étage qui passait semblait être une autre couche de tension qui s'accumulait entre nous. À l'intérieur du Penthouse, je suis allé directement à la salle de bain et j'ai examiné mon visage dans le miroir. L'ecchymose avait l'air pire sous les lumières vives. La boucle d'oreille en diamant de ma grand-mère manquait toujours, probablement perdue à jamais dans les rosiers des jardins du domaine Hartwell. Quand je suis revenu, Nathan se tenait devant les baies vitrées, regardant les lumières de la ville en dessous. Son reflet dans la vitre montrait la défaite dans chaque ligne de son corps. « J'aurais dû te protéger », a-t-il dit sans se retourner. J'aurais dû mettre un terme à cela la première fois qu'elle a mentionné le Penthouse. J'aurais dû te prévenir qu'elle pourrait tenter quelque chose en public. J'aurais dû me tenir à tes côtés immédiatement quand elle a fait cette annonce au lieu de me figer comme un lâche. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot et j'y ai entendu un remords sincère. De la douleur. De la honte. Oui, dis-je simplement. Tu aurais dû faire toutes ces choses. Il s'est tourné pour me faire face alors, les yeux rougis. Je suis tellement désolé, Mila. Je sais que le dire ne répare rien, mais je le suis. Je suis désolé de l'avoir laissé te faire ça. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux pour l'arrêter. Je me suis dirigé vers le canapé et je me suis assise, soudainement épuisée. Nathan, être désolé après coup, ce n'est pas la même chose qu'être assez courageux pour l'empêcher en premier lieu. Je sais. Le sais-tu vraiment? Je l'ai regardé directement. Parce que ce schéma se répète depuis 3 ans. Ta mère dépasse les limites. Je riposte. Tu t'excuses en privé mais tu ne me défends jamais en public. Aujourd'hui n'était que la version la plus extrême de ce qui se passe depuis le début. Nathan s'est approché pour s'asseoir à côté de moi, mais s'est arrêté en voyant mon expression. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi à la place, maintenant une distance. Les choses vont être différentes, a-t-il dit. Je le promets. La prochaine fois qu'elle essaiera quelque chose. Il y aura une prochaine fois, ai-je interrompu. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ce document juridique que Grégory prépare, il l'empêchera de s'en prendre à ma propriété, mais il ne changera pas qui elle est. Elle trouvera d'autres moyens de tester les limites, d'essayer de nous contrôler, de me punir de lui avoir tenu tête. Alors je serai à tes côtés, sur le moment, publiquement, immédiatement. Le seras-tu? Ai-je demandé doucement. Parce que promettre ça maintenant, après que tout a déjà explosé, c'est facile. Le plus dur, c'est de le faire sur le moment, quand elle te manipule. Quand elle joue la mère blessée. Quand lui tenir tête signifie faire face à sa colère, à ses culpabilisations et à ses punitions. Nathan s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Je ne sais pas comment être le mari dont tu as besoin et le fils qu'elle a élevé. Ces choses me semblent incompatibles. Alors tu dois choisir, dis-je, ma voix stable malgré la peur que ces mots créaient. Parce que je ne peux pas continuer à être celle qui perd quand tu essaies d'être les deux. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment après cela. La ville brillait au-delà des fenêtres, inconsciente des fractures qui se propageaient dans mon mariage, dans la famille de Nathan, dans la vie que nous avions essayé de construire ensemble. Finalement, Nathan est allé se coucher. Je suis resté sur le canapé, regardant les lumières et pensant aux paroles de ma grand-mère d'il y a des années. La protection coûte parfois des relations, mais on ne peut pas se protéger si on a trop peur de payer le prix. 3 jours plus tard, Grégory est arrivé à mon bureau avec un dossier en cuir. Il l'a posé sur mon bureau avec une satisfaction tranquille. Stella est venue à mon bureau ce matin, a-t-il dit. 9 heures précises. William en remorque. Elle a tout signé. J'ai ouvert le dossier. Les documents étaient complets, renonciation formelle à toute réclamation sur ma propriété. Accord de maintenir des limites appropriées. Clause de pénalité qui s'activerait immédiatement si elle violait les termes. La signature de Stella était serrée et pleine de colère. Les lettres pressaient fort sur le papier. Ceci vous protège légalement, a dit Grégory. Mais Mila, vous devez comprendre que cela ne vous protège pas de tout. Stella ne peut plus s'en prendre à votre propriété maintenant, mais elle peut vous rendre la vie difficile d'autres manières. Elle peut empoisonner les relations familiales, manipuler Nathan, retourner les gens contre vous. Je sais. Il m'a étudié un moment. Votre grand-mère a vécu quelque chose de similaire avec ses frères et sœurs. A perdu la plupart d'entre eux quand elle a cessé de subventionner leurs mauvais choix. Elle ne l'a jamais regretté, mais elle n'a jamais prétendu non plus que ça ne lui faisait pas mal.
J'ai classé les documents dans le coffre-fort de mon bureau, à côté des copies de l'acte de propriété de mon pantouse et du testament de ma grand-mère. Une preuve tangible que certaines femmes de ma famille avaient toujours compris que s'aimer soi-même signifiait parfois laisser les autres vous détester pour avoir refusé d'être diminué. Ce soir-là, en regardant ces documents, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas la victoire, mais le deuil. Le deuil de la famille dans laquelle j'avais cru me marier, de la belle-mère qui m'aurait peut-être accepté si j'avais eu moins de succès ou si j'avais été plus disposé à céder ce que j'avais construit. Du chemin plus facile que je ne pouvais pas prendre, parce que le prendre aurait signifié me perdre. La protection m'avait coûté. Je n'étais juste pas encore sûr de combien la facture finale s'élèverait. 2 semaines après le mariage, Nathan et moi avons dîné avec Lucie et Marcus dans un petit restaurant italien du centre-ville. Leur choix. Un terrain neutre, un endroit qui ne portait pas le poids de l'histoire familiale ou des attentes. Lucie et Marcus sont arrivés, bronzés de leur lune de miel, se tenant la main, ayant l'air de jeunes mariés. Mais il y avait autre chose dans l'expression de Lucie quand elle m'a serré dans ses bras, une lourdeur que le soleil des vacances n'avait pas tout à fait effacée. Nous avons fait la conversation pendant les entrées, le temps à Bali, l'hôtel où ils avaient séjourné, comment Marcus avait eu une intoxication alimentaire le 3e jour et avait passé 12 heures convaincu qu'il allait mourir. Lucie a ri en racontant l'histoire, mais ça n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quand Nathan et Marcus se sont laissés distraire par une discussion sur un match de basket, Lucie s'est penchée vers moi par-dessus la table. « On peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. « Juste une minute ?» Nous nous sommes excusés pour nous rendre sur la petite terrasse extérieure du restaurant, laissant les hommes à leur débat sportif. Lucie s'est enlacée malgré la soirée chaude, paraissant soudain plus jeune que ses 28 ans. « J'ai commencé une thérapie », a-t-elle dit sans préambule. Dès notre retour de lune de miel. J'ai trouvé quelqu'un qui se spécialise dans les dynamiques familiales et la manipulation. Je ne m'y attendais pas, Lucie. Je dois dire ça, d'accord ? Laisse-moi juste le sortir. Elle a pris une profonde inspiration. Ma thérapeute m'a aidé à voir des schémas que j'ignorais toute ma vie. La façon dont maman fonctionne, comment elle m'utilise mon statut d'enfant en or, ma conformité pour contrôler tout le monde dans la famille. Comment elle nous a opposés, Nathan et moi, toute notre vie sans même que je m'en rende compte. Tu n'es pas responsable du comportement de ta mère, dis-je doucement. Non, mais je l'ai permis. La voix de Lucie était ferme maintenant. J'en ai profité. Pendant que tu absorbais toutes ces critiques et ces normes impossibles, j'étais loué pour avoir fait le strict minimum. Pendant que Nathan luttait pour répondre à des attentes qu'il ne pourrait jamais atteindre, j'étais la favorite qui ne pouvait rien faire de mal. Je ne l'ai jamais remis en question. Je n'ai jamais demandé pourquoi maman était si obsédée par ta propriété, pourquoi elle se sentait en droit de prendre des décisions sur ta vie. Elle a fait une pause, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. Je suis désolé, Mila. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je suis désolé de ne pas avoir été la belle-sœur que tu méritais. Je suis désolé que le jour de mon mariage soit devenu. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé que le jour de mon mariage soit devenu le jour où tu t'es fait agresser. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Rien de tout cela n'était de ta faute. Peut-être pas, mais mon silence était mon choix. Mon acceptation était mon choix. Lucie a redressé ses épaules, se reprenant. Marcus et moi avons décidé quelque chose pendant notre lune de miel. Nous allons acheter notre propre logement, un petit appartement que nous pouvons réellement nous permettre avec nos salaires. Maman a proposé de nous aider avec un acompte, et nous avons dit non. Lucie, tu n'es pas obligée de. Si, nous le sommes. Nous devons construire notre vie selon nos propres termes, sans rien devoir à personne, sans condition. Elle a croisé mon regard. Tu m'as montré que c'est possible. Que dire non aux exigences familiales ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui se respecte. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Du respect, peut-être. Ou de l'espoir. Lucie brisait un schéma générationnel. Choisissant l'indépendance plutôt que la facilité. Cela demandait un courage que je ne lui avais pas attribué. Quand nous sommes retournés à la table, Nathan me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Plus tard dans la voiture, en rentrant, il est resté silencieux pendant plusieurs pâtés de maison avant de parler. J'ai appelé un thérapeute, a-t-il dit. Après avoir entendu Lucie parler de commencer une thérapie, j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine.
Je l'ai regardé, surprise. Je sais que j'ai besoin d'aide, a-t-il continué, les yeux sur la route. Je ne peux pas continuer à être la personne qui se fiche quand tu as besoin de moi. La personne qui s'excuse après au lieu de défendre avant. Je ne sais pas comment être différent sans aide pour comprendre pourquoi je suis comme ça en premier lieu. Au cours des semaines suivantes, les séances de thérapie de Nathan sont devenues un élément régulier de nos vies. Il travaillait avec le docteur Brennan, un spécialiste de l'enchevêtrement familial et de l'évitement des conflits. Parfois, Nathan rentrait des séances, silencieux et renfermé, traitant des choses qu'il avait découvertes. D'autres fois, il voulait parler, travaillant sur des prises de conscience qui étaient clairement douloureuses. Le docteur Brennan dit que je t'ai sacrifié pour maintenir l'approbation de ma mère, m'a-t-il dit un soir, sa voix creuse. Que garder la paix avec elle signifiait déclarer la guerre à mon mariage, même si je ne réalisais pas que je le faisais. Et qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Je pense qu'il a raison. Je pense que j'ai été un lâche. Les mains de Nathan étaient serrées sur ses genoux. Je pense que l'amour sans courage n'est que des mots, juste une performance. Et je n'ai pas été assez courageux pour t'aimer vraiment comme tu le mérites. Nous avons eu des conversations difficiles pendant ces semaines. Nathan faisant face à ses propres schémas d'évitement et de complaisance. Moi faisant face à mon propre schéma d'accepter moins que ce que je méritais parce que je ne voulais pas être la difficile, l'exigeante, la femme qui en demandait trop. Lentement, progressivement, les choses ont commencé à changer. Nathan a commencé à fixer de petites limites avec Stella. Quand elle a appelé pour exiger que nous venions à un dîner de famille un soir où nous avions des projets, il a dit non. Clairement, fermement, sans la culpabilité et les explications excessives qu'il aurait utilisées auparavant. Quand Stella a fait un commentaire passif-agressif lors d'un appel téléphonique sur « certaines personnes » qui mettent leur carrière avant leur famille, Nathan lui a dit directement que ces commentaires n'étaient pas acceptables et qu'il ne continuerait pas la conversation s'il continuait. Quand elle a essayé ses habituels chantages affectifs, pleurer, jouer la victime, suggérer que Nathan ne l'aimait plus, il est resté au téléphone au lieu de raccrocher immédiatement, et rester calme, a répété ses limites, n'a pas engagé la manipulation. C'était des pas de bébé par rapport à ce qui s'était passé au mariage, mais il représentait un changement authentique plutôt que des promesses vides. La famille élargie s'est divisée en camps prévisibles après l'incident. Certains parents ont fermement pris le parti de Stella, m'envoyant des regards froids lors des rassemblements, faisant des commentaires sur la loyauté familiale et le sacrifice. Tante Patricia a cessé de nous inviter aux événements de vacances. Oncle James a envoyé à Nathan un long email sur le respect de ses parents. Mais d'autres ont tendu la main, discrètement, en privé. Rachel est devenue une alliée inattendue, m'appelant un soir pour partager sa propre histoire. Stella m'a fait quelque chose de similaire il y a 5 ans, a confié Rachel. Après que ma grand-mère m'ait laissé de l'argent, maman a essayé de me faire pression pour le lui prêter pour un projet d'investissement. Quand j'ai dit non, Stella a dit à toute la famille que j'étais égoïste, que j'avais oublié d'où je venais. Que as-tu fait? J'ai coupé les ponts. J'ai juste arrêté d'aller aux événements familiaux, j'ai arrêté de répondre à ses appels. C'était plus facile que de se battre publiquement comme tu l'as fait. La voix de Rachel était pleine d'admiration. Tu as fait ce que beaucoup d'entre nous avaient trop peur ou étaient trop évitants pour faire. Regarder Stella faire face à de vraies conséquences, c'était cathartique pour ceux d'entre nous qui ont passé des années à absorber ces critiques. D'autres membres de la famille ont partagé des histoires similaires. Le jeune cousin de Nathan avait été poussé à donner à Stella une procuration. Un oncle avait été culpabilisé pour co-signer un prêt. Une belle-sœur avait été censée fournir une garde d'enfants gratuite sur demande. Le schéma de contrôle et d'arrogance de Stella était plus profond que je ne l'avais réalisé. Les dynamiques familiales ont été définitivement modifiées. Les fêtes sont devenues des affaires tendues où Stella et moi maintenions une politesse glaciale, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, évitant tout contact visuel. Nathan devait naviguer entre me soutenir et maintenir une certaine relation avec sa mère. L'indépendance croissante de Lucie et Marcus a créé de nouvelles tensions. Stella en voulait clairement de perdre le contrôle de son enfant en or. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas facile. Mais c'était honnête d'une manière que la façade précédente d'harmonie familiale n'avait jamais été. L'échymose physique sur mon visage s'est estompée en 2 semaines. La marque rouge virant progressivement au violet, puis au jaune, pour finalement disparaître complètement. Mais les cicatrices internes ont mis plus de temps à guérir. Je me suis retrouvée hyperconsciente lors des rassemblements familiaux, toujours positionnée près des sorties,
toujours surveillant les mains et les expressions faciales de Stella pour des signes de colère croissante, toujours prête à partir immédiatement si la situation semblait dangereuse. Nathan l'a remarqué. A commencé à se positionner physiquement entre sa mère et moi lors des rassemblements, a maintenu des conversations superficielles et limitées dans le temps, a clairement indiqué par son langage corporel et son ton que j'étais sous sa protection, même si cette protection était arrivée trop tard au mariage. Les documents juridiques que Grégory avait préparés me donnaient la sécurité que Stella ne pouvait pas me nuire financièrement. Mais il ne pouvait pas me protéger du poids psychologique de savoir que ma belle-mère avait été prête à m'agresser en public pour une propriété à laquelle elle n'avait jamais eu aucun droit. La confiance, une fois brisée, ne se reconstitue pas dans sa forme originale. Elle devient quelque chose de différent, de plus prudent, de plus gardé, avec des fissures visibles qui servent de rappel permanent de ce qui se passe quand on fait trop confiance. Mais peut-être que c'était bien. Peut-être qu'une confiance avec des fissures visibles était plus honnête qu'une confiance qui prétendait que les dommages n'étaient jamais arrivés. 6 mois après le mariage de Lucie, je me tenais devant mes baies vitrées un mardi matin, café à la main, regardant le soleil se lever sur la rivière. La ville se réveillait en dessous de moi, les voitures commençant à remplir les rues, les lumières s'allumant dans les immeubles de bureaux, le monde avançant comme il l'a toujours fait. Le Penthouse était toujours à moi. Pas par chance, ni par héritage, ni par la générosité de quelqu'un d'autre, mais parce que je l'ai défendu lorsque la défense exigeait une confrontation publique et une intervention juridique. Ce fait signifiait quelque chose de différent maintenant qu'il y a 6 mois. Il ne s'agissait plus seulement de propriété. Il s'agissait de ce pourquoi j'avais été prête à me battre, de ce que j'avais été prête à perdre, et de ce que j'avais finalement gardé. Stella et moi étions parvenus à une sorte de paix froide. Lors des rassemblements familiaux, auxquels j'assistais maintenant de manière sélective plutôt que par devoir, nous maintenions une distance cordiale. Nous avions des conversations polies sur des sujets neutres, la météo, n'importe quoi qui ne nécessitait pas de véritable connexion ou qui ne risquait pas de déclencher les souvenirs que nous ne voulions ni l'un ni l'autre revisiter. Nous n'avons jamais mentionné la propriété, jamais mentionné l'argent, jamais mentionné cet après-midi de septembre où tout s'était brisé devant 45 témoins. Les documents juridiques que Grégory avait préparés étaient dans mon coffre-fort, intacts depuis que Stella les avait signés. Sa prédiction s'était avérée exacte. Elle ne risquerait plus jamais de déclencher ces clauses de pénalité. Elle avait enfin appris qu'elle ne pouvait pas m'intimider ou me faire pression par l'humiliation publique, que j'avais des protections et des ressources qu'elle avait sous-estimées, que me traiter comme un bien plutôt que comme une famille avait des conséquences qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer. Mais le coup n'avait pas été seulement le sien. Nathan est sorti de la chambre, déjà habillé pour le travail, sa cravate légèrement de travers. Je me suis levé automatiquement pour la redresser, un petit geste qui était redevenu une routine après des mois de reconstruction minutieuse. « Tu es levé tôt », a-t-il dit en acceptant le café que je lui tendais. Je n'ai pas pu dormir. Il savait qu'il ne fallait pas demander pourquoi. Certains matins étaient juste comme ça, le poids de tout ce qui s'était passé pesant plus lourd que d'habitude. Nous étions sortis de la crise plus forts à certains égards, plus fragiles à d'autres. Plus fort parce que nous avions enfin affronté les dynamiques de sa famille, honnêtement. Parce qu'il avait commencé à apprendre à fixer des limites. Parce que nous avions arrêté de prétendre que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Plus fragile parce que je connaissais maintenant les limites de son courage, et il savait que j'avais vu ses limites et n'était pas sûr de pouvoir lui faire entièrement confiance dans une crise future. Le docteur Brennan, le thérapeute de Nathan, avait suggéré une thérapie de couple en plus des séances individuelles de Nathan. Nous y allions toutes les 2 semaines depuis 4 mois maintenant, travaillant sur le ressentiment, la peur, la question de savoir si l'amour pouvait survivre à la révélation que le premier instinct de votre partenaire avait été l'autopréservation plutôt que la protection. Il y avait de bons jours. Des jours où Nathan démontrait une réelle croissance, disant fermement à sa mère que certains sujets étaient interdits quand elle appelait, quittant un dîner de famille plutôt quand Stella faisait une remarque acerbe sur mon horaire de travail, choisissant de rester à la maison avec moi un dimanche au lieu d'assister au brunch de ses parents sans culpabilité ni excuse. Il y avait aussi des jours difficiles. Des jours où de vieux schémas refaisaient surface, où l'évitement des conflits de Nathan prenait le dessus, et où il essayait d'aplanir les tensions plutôt que de les aborder. Des jours où je devais lui rappeler qu'une crise surmontée avec succès ne signifiait pas que le travail était terminé. Que la fixation de limites était une pratique continue plutôt qu'une seule victoire que l'on pouvait revendiquer avant de passer à autre chose. Nous construisions quelque chose de différent du mariage que nous avions commencé. Plus honnête, moins confortable,
nécessitant une attention et des efforts constants plutôt que de se laisser porter par l'hypothèse que l'amour résoudrait les problèmes sans travail actif. Je déjeune avec Lucie aujourd'hui, ai-je mentionné en rinçant ma tasse de café. Nathan a souri, un plaisir sincère traversant son visage. C'est bien. Comment va-t-elle? Très bien, en fait. La croissance de Lucie avait été inattendue et belle à voir. Elle s'était pleinement engagée dans la thérapie, l'utilisant pour examiner le rôle d'enfant en or qu'elle avait joué toute sa vie. Son thérapeute l'avait aidé à voir comment Stella l'avait opposé à Nathan et moi, utilisant l'obéissance de Lucie pour maintenir le contrôle sur tous ses enfants. Elle et Marcus avaient acheté leur petit appartement il y a 3 mois, un modeste 3 pièces dans un quartier plus en devenir qu'établi. Ils l'avaient rempli de meubles d'occasion qu'ils avaient rénovés eux-mêmes. Passer les week-ends dans les ventes de succession et les friperies, semblaient sincèrement fiers de construire quelque chose qui leur appartenait sans rien devoir à personne. Lucie avait commencé à fixer ses propres limites avec Stella, déclinant les demandes d'argent, disant non aux gardes d'enfants d'urgence pour des parents qu'elle connaissait à peine, refusant les visites culpabilisantes quand elle et Marcus avaient d'autres projets. J'avais vu Stella lutter pour s'adapter à avoir une fille qui n'était plus réflexivement obéissante. La confusion sur son visage lors des rassemblements familiaux lorsque Lucie déclinait poliment mais fermement ses exigences était presque satisfaisante. Lucie et moi nous sommes rencontrés pour le déjeuner dans un café près de son école. Elle est arrivée en tenue d'enseignante, pantalon pratique, un cardigan avec des marques de crayon sur la manche, ses cheveux en une queue de cheval pratique. Elle avait l'air fatiguée mais contente d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. « Comment va l'appartement » ai-je demandé après que nous ayons commandé. « Parfait. Marcus m'a construit des étagères le week-end dernier. Elles sont légèrement de travers, mais ce sont les nôtres. » Elle a souri. Maman est passée la semaine dernière. A fait des commentaires sur le quartier, la taille, comment nous aurions pu nous permettre quelque chose de mieux si nous avions accepté de l'aide. Comment as-tu géré ça? Je lui ai dit que nous étions heureux de nos choix et j'ai changé de sujet. Elle a insisté. J'ai répété. Elle a finalement laissé tomber. Lucie a pris une gorgée de son thé glacé. Mon thérapeute dit que ça deviendra plus facile, que Stella finira par accepter que les anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Tu crois ça? Lucie a réfléchi. Je pense qu'elle essaiera toujours, mais je pense que je deviens meilleur à le reconnaître et à y mettre fin. C'est de la croissance, n'est-ce pas? C'est définitivement de la croissance. Nous avons parlé de ses élèves, du nouveau projet de Marcus au travail, des vacances qu'il prévoyait. Des choses normales. Le genre de conversation que l'on a avec quelqu'un que l'on aime vraiment plutôt que quelqu'un avec qui on est obligé de maintenir le contact. Avant de partir, Lucie a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Merci, a-t-elle dit doucement. Pourquoi? De m'avoir montré qu'il était possible de dire non à maman. De m'avoir prouvé qu'on pouvait lui tenir tête et survivre. Je ne pense pas que j'aurais eu le courage de commencer une thérapie ou de fixer des limites si tu ne l'avais pas fait en premier. Elle a fait une pause. Tu m'as donné la permission de me protéger. En retournant au travail en voiture, j'ai pensé à cela. Comment tenir tête à Stella ne m'avait pas seulement protégé, mais avait aussi créé un espace pour que Lucie se protège elle-même. Comment les limites d'une personne pouvaient donner aux autres la permission d'établir les leurs. Ce soir-là, Nathan et moi avons dîné à la maison. Rien d'extraordinaire, des pâtes et une salade, une bouteille de vin que nous gardions. Après, nous nous sommes assis sur le canapé avec les lumières de la ville s'étalant en dessous de nous. Et Nathan a dit quelque chose qu'il se préparait à dire depuis des semaines. Je sais que je t'ai laissé tomber au mariage, a-t-il dit. Je sais que je t'ai laissé tomber de plus petite manière depuis lors aussi. Des jours où je retombe dans de vieux schémas, où je choisis d'éviter les conflits plutôt que de te protéger. Nathan. Laisse-moi finir. Il s'est tourné pour me faire face. Je ne peux pas promettre que je serai parfait. Je ne peux pas promettre que je ne me figerai plus jamais, que je n'hésiterai plus, que je ne te décevrai plus. Mais je peux promettre que j'essaie. Chaque jour, j'essaie d'être plus courageux qu'hier. De te choisir plutôt que son approbation. D'être le partenaire que tu mérites. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé en pensant qu'il comprenait l'indépendance, en pensant qu'il respecterait mes limites, pour découvrir que ses promesses ne pouvaient pas survivre au contact des exigences de sa mère. Mais j'ai aussi vu l'homme qui allait en thérapie 2 fois par semaine depuis 6 mois, qui avait commencé à fixer des limites même quand elle le mettait mal à l'aise,
qui choisissait la croissance plutôt que le confort, l'honnêteté plutôt que la paix. Je sais que tu essaies, ai-je dit. Je le vois. Et ça compte. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas une garantie. Mais c'était quelque chose. La leçon que j'ai retenue de cet après-midi de septembre n'était pas sur la vengeance ou la victoire. C'était sur le prix et la valeur des limites. Les limites ne sont pas des murs destinés à tenir les gens à l'écart. Ce sont les fondations sur lesquelles vous construisez votre vie. Et les maintenir coûte parfois des relations avec des gens qui ne vous appréciaient que lorsque vous n'aviez pas de limites. J'avais perdu la fiction confortable de l'harmonie familiale. Perdu le chemin facile d'éviter les conflits pour maintenir la paix. Perdu la version de Nathan qui pouvait prétendre que le comportement de sa mère n'était pas son problème à régler. Ce que j'avais gagné, c'était le respect de moi-même. Un mariage en cours de reconstruction sur l'honnêteté plutôt que sur l'évitement. Une maison qui m'appartenait vraiment parce que je l'ai défendue. Et la connaissance que je pouvais résister à la pression et survivre intact aux conséquences. La voix de ma grand-mère résonnait parfois dans les moments de calme. Protège ce que tu construis, Mila. Ne les laisse jamais te faire sentir coupable d'un succès qu'ils n'ont pas gagné. Elle m'avait laissé plus que de l'argent ou des biens. Elle m'avait laissé le plan pour survivre à une famille qui verrait toujours le succès comme quelque chose à redistribuer plutôt qu'à célébrer. Le Pantouse serait toujours plus qu'un bien immobilier pour moi. C'était la preuve que je m'étais choisi quand tout le monde s'attendait à ce que je les choisisse. Que j'avais tracé une ligne et que je l'avais défendue. Que les limites maintenues à un coût élevé en valaient toujours la peine. Parce que sans elles, j'aurais perdu quelque chose de plus précieux que l'approbation familiale. Je me serais perdu moi-même. Et c'était la seule chose que je ne pouvais jamais me permettre de céder. Si cette histoire de limite et de justice vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été lorsque Grégory est entré dans cette réception de jardin avec sa mallette et que le visage de Stella est passé de la confusion à la panique absolue. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.